Salut les amis, coucou les petits loups. Alors dans cette vidéo, de quoi vais-je vous parler? Eh bien, quel appareil photo numérique est fait pour nous? C'est parti. J'ai bien dû réécrire 5 ou 6 fois le script de cette vidéo et je dois me rendre à l'évidence, faire une vidéo unique sur le sujet n'est pas vraiment possible, ni même souhaitable, parce que ce serait une vidéo qui durerait plus d'une demi-heure. Donc en préambule, je m'adresse en priorité à ceux qui me suivent et qui savent qu'a priori, je suis un pragmatique. Je ne suis pas un dogmatique. Vous le verrez quand je vous parlerai des ISO à 20 000. Mais dans une autre vidéo. Je peux changer d'avis en fonction des tests que je fais pour valider mes propos. Première question, est-ce que parmi vous, leur APN, donc appareil photo numérique, a de meilleurs JPEG que Zero? Première question. Deuxième question, parce qu'ils préfèrent avoir un peu plus de peps sur leur fichier. Troisième question, êtes-vous super exigeant quant aux résultats obtenus par vos fichiers? Allez, on va attaquer le vif du sujet. Je vous vends la mèche parce que je ne suis pas là pour faire exploser mes scores, je suis là pour vous aider concrètement. Cette vidéo sera la première partie sur le sujet « Quel boîtier est fait pour nous ?» Elle se veut généraliste, avec quand même quelques points de détail. Elle pose les bases de la démarche à faire en effleurant, malgré tout, ce que l'on peut faire avec les différents boîtiers. Au départ, je voulais faire une seule vidéo, en vous parlant des 3 types de boîtiers qui existent, en mettant de côté les moyens formats et les champs photographiques de 4-5 inches et autres. Alors 4-5 inches, c'est 10 cm par 15 cm. Plutôt réservé aux besoins des pros qui ont des besoins spécifiques avec un cahier des charges extrêmement précis. Ce qui ne veut pas dire que des amateurs n'achèteront pas ou ne peuvent pas utiliser ce type de boîtier ou d'appareil photo numérique. Parce que la chambre photographique, c'est pas vraiment un boîtier, hein. C'est un sacré morceau, hein. Allez voir sur le net, chambre photographique et ça vous donnera une petite idée des choses. Il y a donc le micro 4/3, l'APS-C et le 24-36. 3 types d'utilisateurs, les amateurs de photos tranquilles, les experts et les exigeants, et enfin les pros et les très exigeants. Les très exigeants qui peuvent passer du temps dans les réglages, je précise bien. Alors j'évoquerai très rapidement les avantages et les inconvénients et les utilisations de prédilection de ces boîtiers, en voulant m'appuyer sur les photosites au départ, et surtout sur leur taille. Donc pour être complet et objectif, j'avais demandé la taille des photosites des Z6 II, Z8, Z9 à Nikon. Leur réponse, vous le savez déjà, si vous avez déjà vu la précédente vidéo, réponse, donc je vais lire. Merci d'avoir pris contact avec le service technique client de Nikon et de l'intérêt que vous portez aux produits Nikon. Malheureusement, les informations que vous demandez ne sont pas disponibles. Elles sont considérées comme confidentielles et ne peuvent en aucun cas être divulguées à des personnes externes à Nikon. Veuillez nous en excuser. Veuillez nous excuser de ne pouvoir répondre à votre demande. Toutefois, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Enfin oui, sauf que si on demande des trucs un peu pointus, j'aurai pas de réponse, donc j'insiste pas. Donc voilà, à partir de là, j'ai dû au moins réécrire 5 ou 6 fois le script de cette vidéo pour être objectif. Parce que si j'avais décidé de tourner ma vidéo au 2e ou au 3e script, je flinguais royalement les micros 4/3. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le capteur est 2 fois plus petit que celui d'un 24-36. Donc quand on nous apprend que sur ce type de boîtier, un boîtier est passé à 25,2 mégapixels en gagnant 5 mégapixels, je me demande ce qu'on a obtenu au niveau des photosites du capteur, des chiures de mouche, de mon point de vue, mais bon. Or, le GH6, pour ne pas le citer, a des qualités en vidéo, créneau, pour lequel il est plutôt choisi pour ses qualités. De plus, chose importante, l'ingénierie embarquée, pas pour dire les logiciels embarqués, ont une toute première importance. Raison pour laquelle j'ai réhabilité le micro 4/3 et j'en parle un peu plus loin dans cette vidéo. Bon alors, comment présenter ces 3 formats? Bien, je parlerai des appareils photo numériques en découpant mon sujet en 3-4 parties.
par vidéo, avec pour chaque utilisation les avantages et les inconvénients. Par exemple la vidéo, les photos tranquillou, les paysages, des choses plus pointues comme la chasse photographique. Les formats seront donc cités en fonction de leur avantages et inconvénients pour un type d'utilisation donné, en essayant d'oublier les photosites pour le moment. Allez, c'est parti. Si vous faites comme moi, pour le moment, pas mal de vidéos et que cela prime sur les photos que vous pourriez éventuellement faire de temps à autre, si vous n'êtes pas exigeant, ce que je ne suis pas, relativement exigeant. Si vous n'êtes pas exigeant sur les résultats obtenus, que vous faites des photos le dimanche pour vous faire plaisir, et que vous vous contentiez de ce qu'un appareil photo peut vous faire comme fichier, eh bien si vous n'êtes pas exigeant sur les ombres et lumières, si vous n'avez pas besoin d'un appareil très pointu, le micro 4/3 a pas mal d'avantages pour ce faire. Il est léger, on peut le mettre sur un gimbal tranquillement, avec des optiques tout aussi légères et relativement performantes pour ce qui les concerne. L'autofocus est relativement performant dans la mesure où la profondeur de champ est plus réduite que sur un 24-36, donc elle n'aura pas à trop patiner pour chercher le point. Le tout sera léger, compact, pas trop cher par rapport à un 24-36. Ceci dit, pour moi, pas trop cher, c'est entre 800 et 1200 euros. Au-delà, le micro 4/3 devra fournir pas mal de choses pour faire valoir ses droits. Vitesse élevée, 32 millième, dont on n'a pas besoin, mais bon, la 4K en 120 images par seconde, éventuellement la 6K, éventuellement, dont on n'a pas besoin, la 8K, etc., etc. Attention, en vidéo, le micro 4/3 est pas mal. Par contre, en photo, il ne faut pas être trop pointu. Style, je veux un flou d'arrière-plan très pointu, qui aille de 20 cm à 30 cm. Ça, c'est pas le champ de compétence du micro 4/3. Il y a la PSC, deuxième format. De par sa taille, par rapport au 24-36, est plus petit. Enfin, peut-être plus petit, parce que les derniers boîtiers de Nikon sont pas forcément plus petits, hein, puisqu'ils ont voulu être vintage, ce que j'apprécie pas trop d'ailleurs, parce que l'ergonomie, il n'y a pas de bossage, la molette est à la verticale, le déclencheur, on doit faire un effort de positionnement, alors que les boîtiers numériques traditionnels Nikon sont à l'oblique, les déclencheurs. Je ne parlerai pas trop DFC. Donc les optiques du Z50 sont relativement légères et performantes. Je ne connais pas toutes les optiques de toutes les marques du marché, hein, soyons clairs. Vous irez faire vos courses vous-même. Je vais vous donner quelques tuyaux pour vous éclairer quant au choix. Alors veillez à ne pas prendre des optiques comme j'ai eu pris à une époque le 200 mm qui ouvre f2 qui faisait 3 kg, ce qui au départ ne me gênait pas trop. Et puis la sagesse venant, ou l'âge si vous préférez, ça a commencé à me poser quelques petits soucis, que l'ensemble fasse plus de 3 kg, donc 3 kg pour l'objectif, plus le poids du boîtier. Si on colle les optiques 24-36 sur la PSC, comme je l'avais évoqué dans une précédente vidéo, j'essaierai de vous la trouver et de vous la mettre ici, vous avez des super téléobjectifs pour la chasse photographique, ce qui peut être très intéressant pour vous. La PFC a une bonne maniabilité, relativement compacte pour ce qui concerne le Z50, les optiques sont performantes, le choix est plus réduit, toutes marques confondues, que par rapport au 24-36. Ceci dit, je pense que vous arriverez toujours à trouver le boîtier qui vous conviendra dans la marque que vous avez choisie. Alors, avantage, le problème c'est que les marques ne misent pas sur la PSC pour leur faire de lance, et ce ne sont pas des boîtiers que l'on met en avant et dont on travaille les specs, comme par exemple le 24-36, le Z6 II par exemple, qui a vu passer sa fréquence vidéo de 30 images par seconde à 60 et bien amélioré son autofocus. Ça, c'est pour les 24-36, c'est le gros du bataillon. Les marques, allez savoir pourquoi on choisit de valider les 24-36 un peu plus que les APS-C. Enfin pour Nikon, pour un peu plus d'efforts sur les 24-36 qu'ils le font sur les APS-C.
comme ça. Ceci dit, on ne peut pas tabler uniquement sur les photosites du style mon appareil photo fait 24 millions de pixels, donc il est meilleur que le 20 millions de pixels. Et non, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi la Logitech embarquée, et c'est pas une moindre affaire. Et c'est là que ça se complique, parce que la qualité des fichiers dépend de la taille des photosites, mais pas que. La logistique embarquée y est aussi pour quelque chose. Par exemple, lorsque vous avez réglé votre boîtier sur des lightings, vous améliorez de façon substantielle vos basses et hautes lumières. Vous avez plus de détails et vous avez des photos qui sont mieux équilibrées. Donc, en vertu de cela, je réhabilite donc le micro 4/3 parce que il n'y a pas que la taille des photosites qui contribue à la qualité d'un fichier photo. Il y a aussi la logistique. À preuve, les smartphones qui ont parfois un nombre de photosites incalculable sur leur capteur qui est minuscule. Et pourtant, on arrive à avoir quand même de relativement bonnes photos avec nos smartphones. Ceci étant posé, c'est clair que d'une manière générale, et pour les vendeurs en particulier, quand ils parlent d'amélioration sur un boîtier, c'est vrai qu'ils ne mettent pas en avant « Ah oui, mais vous avez le logiciel WTU 2.3 qui fait que... » Non, ils vous parlent de « Ah oui, non mais là vous avez un boîtier qui fait 36 mégapixels. Ah oui, par rapport à l'autre qui fait 24, ouais non, vous avez un plus quand même. » Là, ça cause aux gens, même s'ils ne se rendent pas compte qu'avoir des pixels de plus en plus petits sur un capteur n'est pas forcément gage de la qualité de la lumière qui fera que vos fichiers sont au top. Alors que le firmware amélioré, par exemple, vous permettra de passer, pour le Z6 II par exemple, de 30 à 60 images par seconde pour la vidéo, à améliorer son autofocus, plus encore des broutilles avec justement le passage d'un firmware à la version supérieure. Le problème est là tout entier. Donc, en conclusion de cette première partie, faites-vous une idée de votre futur boîtier en le manipulant. Vous verrez s'il est agréable en main, si vous voyez bien les informations dans le viseur, si elles sont bien compréhensibles par vous, si les menus vous paraissent logiques. Prenez une carte XQD, une carte SD, vous faites des photos. Alors vous venez avec une photo que vous connaissez bien, soit une charte graphique, soit, on va dire, le drapeau français pour voir le blanc s'il évolue au fil de vos prises de vue, s'il n'y a pas de dérive colorimétrique, de façon à ce que lorsque vous allez regarder sur vos supports préférés, télévision, écran, que cela donne. Vous pourrez ainsi vérifier si, en fonction des marques, des objectifs et des boîtiers, que vous avez la qualité de photo souhaitée. Je vous en dirai un petit peu plus dans le second volet, sachant qu'également, il faut regarder les logiciels mis à disposition gratuitement par les fabricants. Ça aussi c'est important, parce que si par exemple un fabricant vous met comme Nikon un logiciel comme NX Studio par exemple, eh bien c'est lourd de conséquences, parce que vous pourrez retoucher en automatique vos fichiers. Allez, je vous en dis pas plus, je vous dirai la suite dans le deuxième volet consacré à quel boîtier est fait pour nous. À très vite.